Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 32e épisode de l'Académie des sorciers. Je suis Marjolaine et aujourd'hui nous vous proposons un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une captation de la table ronde que nous avons eu le plaisir de co-animer avec nos amis de la garde de nuit Chris et Eridan lors des Imaginales 2022 il y a quelques jours. Et la garde de nuit a capté cette table ronde en vidéo et nous a autorisé à récupérer l'audio pour en faire un épisode. Donc c'est ceci que vous allez entendre aujourd'hui. Alors comme il s'agit d'une captation d'un événement live, forcément la qualité du son va être un peu différente de d'habitude, mais on espère que tout sera audible et que vous allez pouvoir en profiter. Donc je vous laisse tout de suite vous remettre dans l'ambiance des Imaginales ou vous mettre dans l'ambiance des Imaginales pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous et pour profiter de cette table ronde intitulée Roman, film, série, jeu, l'impact de la transmédialité sur les communautés de fans. Eh ben, bienvenue à cette table ronde conjointement menée par la Gazette du Sorcier et la Garde de Nuit, dont l'intitulé officiel est Roman, film, BD, l'imaginaire à la conquête du transmédia. On va laisser derrière nous les attributs un petit peu martiaux de ce titre pour lui préférer l'impact de la transmédialité sur les communautés de fans. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis pendant cette première intitulée. Et sans plus de préambule, je vais donner la parole à la Gazette du Sorcier, donc à Marjolaine et à Alix pour présenter la Gazette, tout simplement. Alors, en effet, Marjolaine et Alix ont fait toutes les deux partie de la Gazette du Sorcier. Alix est même rédactrice en chef de la Gazette. Donc, la Gazette, on est un site, on est le plus ancien site de fans francophones sur l'univers de Harry Potter. On a une activité sur notre site de publication d'articles de news, d'analyse, d'opinion, etc. Mais on a aussi des illustrateurs, on a des podcasts, dont l'un, Aspic, dont on est toutes les deux les co-animatrices qui analysent la saga grâce à des invités universitaires ou spécialistes de différents domaines. On est sur Twitch, sur YouTube, voilà, on essaye d'animer la communauté de fans au maximum sur plein de médias différents. On est déjà transmédiatique et voilà pour nous. Et ben nous c'est la garde de nuit, donc on représente les communautés de fans sur le trône de fer, enfin c'est partie des communautés de fans sur le trône de fer. On a Eridan avec nous du coup, et je suis Chris. Et ben, nous on est là depuis 2005 maintenant, le trône de fer étant un cycle qui a des intervalles entre les tomes assez longs. C'est dans ces intervalles-là que s'est formée la communauté. Et de 2005, c'était le premier intervalle. Et ensuite, on a évolué petit à petit. Maintenant, on a un statut associatif. On fait tout pareil que la Gazette, en gros, mais avec une fréquence un peu plus réduite en termes de parution, de podcasts, de live, de choses comme ça. Voilà. Et on a surtout un wiki qui a beaucoup servi aux lecteurs, notamment francophones, pour accompagner finalement la lecture de tout un chacun, cette encyclopédie. Et qui a aussi accompagné les spectateurs de Game of Thrones, du coup. Parce que pour se faire spoiler, notamment. Du coup, sur la définition de la transmédialité, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alix, allez. La transmédialité telle qu'on va en tout cas vous parler aujourd'hui, donc le fait d'une œuvre qui est publiée et qui est diffusée sur plusieurs supports différents au fil des ans, au fil des envies de ses auteurs, ou pas. Dans les deux cas, on a commencé sur des supports littéraires, mais qui ont évolué au cinéma pour Harry Potter, format sériel, série télévisée, au théâtre, en jeu vidéo, parce que ça compte comme un transmédia. Donc voilà, en gros. Et c'est vrai qu'on parle à la fois donc dans le transmédia de l'aspect adaptation d'une œuvre adaptée à d'autres médias, mais aussi à une extension de la narration et de l'univers qui du coup se développe sous plusieurs formats dans différents médias.
et des suites peuvent arriver dans d'autres médias que là où ça a commencé, avec des spin-offs aussi qui peuvent se diffuser sur différents supports. Et on parlera aussi un peu pas seulement de production officielle, mais aussi de la manière dont les fans produisent et font partie de cet univers transmédia aussi dans leur production. Sachant que chez nous, à la garde de nuit, il y a déjà un petit frein quand même à la création des fans, qui est le fait que George R. R. Martin n'autorise pas la fanfiction sur son univers. Et donc, par conséquent, contrairement à J.K. Rowling, en fait, et du coup, on a peut-être un peu moins de choses qui existent autour de la fanfiction. En tout cas, elles peuvent exister, mais elles ne sont pas, en tout cas, très considérées par le créateur de l'univers. Oui, ni par le créateur, ni derrière par les fans, notamment par les puristes. Ceci étant dit, dans tout ce qui va être transmédialité, et notamment tout ce qui va être création originale des femmes, on a quand même eu tout ce qui est autour des jeux, essentiellement des jeux de rôle, des jeux de plateau, qui ont des fois été validés par Martin ou sur lesquels il a juste eu un regard à un moment donné. Et tout ça rentre aussi pour moi dans la transmédialité, puisqu'il y a là une vraie volonté d'appropriation de la part des fans de l'univers. On s'en empare et on va créer ensemble une œuvre collective qui ne rentrera certes pas dans le canon, mais qui va constituer une expérience transmédiatique intéressante, en tout cas pour ceux qui y jouent. Et du coup, on va peut-être définir un peu comment ces univers se sont étendus justement autour de l'œuvre de départ. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut commencer sur les univers étendus? On peut très rapidement passer sur les adaptations parce que c'est le plus évident, on en a déjà parlé, que ce soit pour Harry Potter ou le Trône de Fer, on se retrouve avec des adaptations de l'œuvre littéraire en cours de parution d'ailleurs à chaque fois de l'œuvre source. On va quand même dire qu'il y a eu un intervalle un peu plus régulier pour Harry Potter. Et la différence d'Harry Potter, c'est que l'œuvre source s'est clos avant la fin des adaptations. C'est ça. Et après, par contre, on a des déclinaisons. Si on reste sur le contenu, on va dire officiel, avec des nouvelles œuvres qui démarrent sur d'autres supports que le support littéraire, puisque les Animaux Fantastiques, alors, ça dépend à quel statut on donne au manuel de base, mais c'est vrai que la saga qui est en cours au cinéma est une saga qui n'existe pas en autre format que ce format cinéma. Alors, qui a été pensé pour le cinéma. Qui a été pensé pour le cinéma, oui. Voilà. Et mais ça va être le cas de certaines des œuvres dérivées autour du Trône de Fer, j'imagine en série. Oui, puisque du coup je prends. Ça va être le cas pour les séries qui ont été validées officiellement par George R. R. Martin aujourd'hui. Donc House of the Dragon est la première d'entre elles. Elle sortira le 22 août en France. Mais on sait qu'il y a 4 autres projets à côté qui ont été validés. Certains avec une vraie base littéraire. C'est le cas par exemple de Dunk et l'œuf, les nouvelles qui se passent dans l'univers du Trône de Fer, qui ont été écrites par Martin il y a bientôt 15 ans, je pense, on peut dire ça. Et qui vont être adaptés sous un format série. On a également une série qui va revenir, qui est déjà un spin-off de House of the Dragon, qui va parler du personnage de Corlys Velaryon dans sa jeunesse. On a également une série animée sur E.T. qui va être faite. Et alors là, pour le coup, comme on a... Ouais, c'est pas l'extraterrestre, hein, c'est une ville très lointaine sur laquelle on a très peu d'informations, donc je pense que là, il y a tout à inventer, hein, clairement. Ça va être une vraie découverte pour nous en tant que fans de l'univers, puisque on ne sait absolument pas ce qu'il va pouvoir y avoir dans cette série. Et enfin, il y a une série qui est quand même assez attendue, qui s'appelle 10 000 navires, qui va revenir du coup sur l'arrivée de Nymeria et du coup de Dorniens sur Westeros. Donc c'est quelque chose qui est assez apprécié par le fandom quand même comme sujet, celui-là en tout cas. La différence peut-être, c'est que les Animaux Fantastiques, dans votre cas à vous, ça part d'un livre dérivé qui est un répertoire d'animaux et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une histoire qui soit associée autour et qui soit créée autour. C'est vrai que c'est le cas des Animaux Fantastiques, finalement c'est différent, mais c'est un livre qui existe dans l'univers
et comme si on avait entre les mains un livre qui existait dans l'univers, ce qui est peut-être pas si loin de l'encyclopédie. Oui, on a effectivement des livres comme l'encyclopédie ou comme Feu et Sang, justement, qui sont censés exister dans l'univers du Trône de Fer. La différence aussi, c'est que nous, ces séries-là qui vont popper, on a déjà des trames en fait, on a des vraies trames narratives autour, alors un peu moins sur Yeti, et encore que ça dépend de ce qu'ils vont vouloir adapter, mais on a déjà une idée de vers quoi il se dirige et qu'est-ce que ça va pouvoir raconter. Feu et Sang par exemple nous raconte déjà pratiquement tout ce qu'on a à savoir sur House of the Dragon, entre autres. Après on a aussi pour Harry Potter du coup la pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit, où là on est vraiment dans d'explorer la suite de l'histoire sur un média complètement différent, la scène. Là on est dans une suite et qu'il y a du coup droit à aussi à sa publication papier derrière, parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes de rendre l'histoire accessible à tous. Donc il y a eu à nouveau, je sais pas si on veut vraiment parler d'un dérivé, je pense que c'est juste le texte de la pièce qui est publié, mais donc il y a eu cette aventure qui s'est créée et qui est en train d'être remodifiée puisqu'elle a été écrite comme une pièce de 5 heures en 2 parties. Et là, depuis la réouverture des théâtres post-Covid, la pièce a été réduite dans le monde entier quasiment en une pièce d'une seule partie, sauf à Londres et en Allemagne, de 3h30, et où il y a énormément d'éléments de l'histoire qui ont été supprimés, et d'autres choses qui ont été un peu simplifiées. Vous savez déjà un peu lequel ou pas du tout? On sait un peu. On sait notamment que la romance entre Scorpius et Rose n'existe plus. Donc la romance bien queerbaiting a été supprimée, donc c'est cool. Le truc évident la première fois qu'on voit la série, la pièce, le shipping Albus et Scorpius soit plus cohérent et tenu, même si c'est pas explicite, c'est un peu plus explicite. Il y a moins du coup ce truc de à la fin ce petit revirement. Non, attention, il est hétérosexuel, ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que tu peux expliciter shipping pour les gens qui ne connaîtraient pas ce terme? Le ship, c'est le fait d'apprécier, de défendre, de se dévouer corps et âme à un couple fictif ou réel auquel on croit particulièrement. Donc c'est un couple qui peut exister ou un couple qui peut être complètement imaginé. Donc par exemple le Ron et Hermione est un couple qui existe. Le Dramoir, Drago et l'armoire à disparaître est un couple qui n'existe pas. Il y a des fanfictions dessus. D'où l'importance de mentionner. Quand je pense que nous on a juste le San, franchement. Donc Sansa, Sandor pour ceux qui ne suivent pas finalement. On est petits joueurs. C'est très simple. C'est tout à fait simple. Je vois ce que tu veux dire. Sur les supports, je ne sais pas si on voulait parler d'autres exemples, nous, les médias. c'est ça. On a un exemple un peu particulier qui est l'exemple chez nous du cas Cyanide, qui est le cas des jeux vidéo qui ont été produits avant que HBO ne sorte officiellement Game of Thrones, donc entre 2007 et 2011, qui ont fini par être récupérés par la licence HBO. Enfin, il y en a un qui est sorti, qui est resté un peu indépendant, qui était un jeu de stratégie qui servait, qui était un jeu d'escarmouche entre joueurs qui était prévu pour le multijoueur, qui se passait à Westeros du coup, où un des premiers scénarios était la danse des dragons quand même, c'était plutôt rigolo. Et le deuxième était un jeu de rôle un peu, alors avec beaucoup moins de moyens, mais un peu typé The Witcher, avec l'idée que le joueur fasse énormément de choix et qu'il y ait des fins différentes à l'issue de l'histoire. Et ce jeu-là a connu un certain succès, notamment pour son scénario qui est quand même plutôt bien foutu et plutôt dans la veine des bouquins. Mais dans les faits, HBO a négocié à ce moment-là a négocié avec Cyanide et du coup la musique de la saison 1 a été utilisée. Et le Trône de Fer et certains doubleurs sont venus et certains designs de personnages ont été récupérés de la série HBO. Donc ils ont un peu changé leur fusil d'épaule en cours de route. Mais voilà. Et il y a eu un Telltale, mais qui était un produit dérivé de HBO pour la série, pour le coup. Donc là, Cyanide, c'est un peu différent.
Et à tel point qu'à un moment, il était même question que les personnages principaux soient mentionnés dans l'éventuel tome 6 un jour. Voilà. On n'y croit plus. Hein. Mais Cyanide, c'était pour le coup une création un peu de fan à ce niveau-là. Mais il y a eu plusieurs, aussi pas mal de jeux vidéo et jeux de plateau dans l'univers Harry Potter, en plus de jeux vidéo, mais qui ont aussi bénéficié de contenu créé par Rowling pour les alimenter. Donc il y a eu toutes les cartes de Choco Grenouille des premiers jeux vidéo, par exemple, celle qui avait écrit tous les textes, le bestiaire Animaux Fantastiques dont on parlait tout à l'heure, il a été publié en 2001, mais en fait il y a de fortes grosses théories qui circulent sur le fait que quand Warner Bros a lancé la production des jeux vidéo, ils avaient demandé une liste de créatures qu'ils pouvaient mettre pour faire des petits duels entre les élèves de Poudlard et les créatures magiques. Et donc J.K. Rowling leur avait pondu une liste de 20-30 créatures. Et puis un an plus tard, il y avait le bestiaire Animal Fantastique qui sortait. Voilà, ça a potentiellement un peu inspiré ça. Mais plus tard, il y a eu les jeux Book of Spells, Book of Potions, avec du contenu exclusif sur les autres écoles de magie, notamment Code of Storev, l'école russe, etc. Où c'était à nouveau que du contenu créé par l'autrice, qui est disponible que sur ce jeu vidéo, qui a été, on en reparlera, mais considéré comme canon, qui est très peu connu. Et on a le cas du Flipendo, qui est un sort qui avait été créé pour les premiers jeux vidéo Harry Potter, et qui est revenu dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui a été réutilisé et qui a été canonisé dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ah non. Et puis vous avez eu Pottermore quand même comme extension d'univers aussi, dans un autre registre. Ouais, bah ça peut-être que du coup ça permet de parler un petit peu des contenus de l'auteur. Ça a été transitionné sur le canon, alors je sais pas si on parle de ça, mais pourquoi pas. Voilà. Puisque là on a parlé un peu de ce qui existe, et du coup on voulait parler surtout de quel impact ça a sur les communautés de fans et dans la manière notamment dont on parle de nos passions entre fans, puisque cette multiplication des supports et cette multiplication des sources d'histoires, de détails sur des univers crée des grands débats sur qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui ne l'est pas, et pourquoi c'est important, parce qu'il faut se mettre d'accord sur quoi on discute, et ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord pour discuter de choses qu'on considère comme canon ou pas canon. Mais dans le cas de Harry Potter, alors il y a la version très puriste, biblique, on va dire, de considérer que c'est uniquement ce qu'il y a dans les 7 tomes publiés qui est le canon de référence. Et ensuite, il y a d'autres fans qui considèrent que c'est tout ce qui vient de Rowling. Alors ça devient compliqué quand on considère ça, parce que Cursed Child, du coup, a un statut étrange, parce qu'elle n'est pas autrice de Cursed Child, mais en même temps l'histoire vient d'elle, a priori, d'après ce qu'on nous dit. Est-ce que tout ce qu'elle appose son sceau, c'est canon? Voilà, donc, et du coup, Pottermore, c'était tout un débat, effectivement, de ça rentre dans un format un peu officiel, plein d'informations supplémentaires à l'univers, que du coup certains décident d'intégrer à leur canon ou pas. Et c'est là qu'on commence à voir que le canon, ça devient plus quelque chose de personnel, c'est le head canon, comme on dit. Et encore une fois, les films, à chaque fois qu'on a une adaptation, est-ce que on considère l'adaptation comme ayant son propre canon, ou comme étant canon tant que ça contredit pas l'œuvre source, ou pas. Donc ça crée plein de débats que j'imagine que vous avez de votre côté aussi, quoi. Beaucoup moins, très franchement, parce que je pense qu'en fait le rapport au canon au sein des communautés de fans est beaucoup induit par le rapport de l'auteur justement à sa propre œuvre. Vous justement, Rowling a toujours été assez ouverte sur la question des fanfictions, sur la question des fanmates, sur la question de la création autour d'Harry Potter, alors que nous, George Martin a été assez clair et assez direct, il a été assez cash sur le fait que les créations de fans ne lui plaisait pas, ne l'intéressait pas particulièrement. Il est d'accord pour le jeu de rôle parce que lui-même il en a fait, parce que lui-même il a un affect positif par rapport à ça, mais les fanfictions il est contre, et je crois me souvenir qu'assez rapidement, au moment où la série est sortie, il y a eu des frictions de canon, typiquement le cas des Tyrell, où il y a des personnages qui ont été sabrés. On a 4 enfants Tyrell dans les livres, on n'en a que 2 dans la série.
Et il a très rapidement défini, Martin, que il y avait 2 canons différents, celui de la série, celui des livres, et que ces 2 canons n'étaient pas censés s'interpénétrer. On a quand même eu un cas sur la saison 1 où on a pensé qu'on avait la révélation des noms des dragons. Et au final, non, c'était pas ces noms-là. Non, ces noms-là, effectivement, ne sont pas considérés comme canon, en effet. On y a cru à un moment donné. En fait, dans un morceau de dialogue, au moment de la saison 1, vous avez Viserys Targaryen qui donne le nom de 5 dragons qui n'apparaissent nulle part dans le canon des livres. Et il n'y a que Balerion, effectivement. Tout à fait. Et en fait, pendant un certain temps, certains fans ont voulu croire que c'était les noms des dragons, que ça avait été décidé par Martin, parce que Martin était très présent lors de la création de la saison 1. Et en fait, non, ça n'a jamais été confirmé. Le texte n'a jamais, en tout cas, confirmé que c'était bien le nom des dragons. Du coup, pour nous, la question du canon, elle se pose beaucoup moins. Et il a toujours été assez défini qu'il y avait 2 canons différents, parallèles, qu'on pouvait discuter de l'un, qu'on pouvait discuter de l'autre, mais que il ne fallait pas prendre les informations de l'un pour discuter de l'autre. Je pense que ce qui joue un peu, par rapport à la problématique du canon de l'univers Harry Potter Wizarding World, c'est aussi qu'on a une autrice qui est devenue très intrusive, qui s'est pas arrêtée d'écrire une fois que cet tome était publié. Elle a continué à intervenir beaucoup, donc on n'a pas parlé de Pottermore, et sur Twitter ensuite beaucoup en répondant à des questions, en inventant des réponses. Enfin, elle l'a reconnu elle-même qu'elle improvisait parfois ses réponses, et qu'elle donnait son avis sur certaines théories, etc. Et donc le fait aussi d'avoir ce flux, alors pas continu, mais en tout cas très régulier de nouvelles informations qui arrivaient un peu comme ça entre la poire et le fromage sur tiens, finalement en fait tel personnage, son 2e prénom c'est Elisabeth, parce que j'ai croisé Elisabeth au supermarché ce matin, elle était gentille. Du coup, ça crée aussi beaucoup de discussions sur, en fait, est-ce que tout ce qu'elle dit peut être considéré comme canon? Je suppose qu'avec un auteur qui parle beaucoup moins, c'est plus facile de dire, bon, finalement... on a quand même une catégorie d'informations qui s'appelle les suspect Martin, donc qui sont issus d'échanges entre Martin et ses fans, généralement. Et il y a certaines informations qu'on a aujourd'hui dans le wiki de la Garde de Nuit qui sortent de ces correspondances, mais on n'a pas de confirmation dans l'œuvre pour l'instant que c'est vrai, sauf pour certains cas. En fait, pour le définir clairement, le semi-canon tel qu'on le conçoit, c'est des sources qui sont soit des sources préparatoires, comme des chapitres provisoires d'une œuvre pas encore publiée, ou qui sont des déclarations de l'auteur, et on a tendance à considérer que les informations sont justes tant qu'elles ne sont pas contredites par une source vraiment canon. Typiquement, on a eu un cas de figure lors de la publication de Feu et Sang sur la taille d'Alysanne Targaryen, qui était donnée comme beaucoup plus grande par Martin pendant pratiquement 20 ans, et puis un jour apparaît Feu et Sang, et finalement elle est petite. D'accord, on va changer les informations sur le wiki alors, pas de souci. Voilà, en gros, comment on conçoit les choses. Ça pose quand même la question de la source derrière, parce que vous avez un auteur qui va pouvoir déclarer beaucoup de choses. Comment ? Les yeux de Kyber, oui, par exemple, ou qui va laisser des zones d'ombre, soit à dessin, soit pas. À quel moment est-ce qu'une source devient canon, en fait? Il y a eu des débats autour du fait que oui, mais il a supervisé le jeu vidéo, donc le jeu vidéo est semi-canon. Oui, attends, superviser, ça veut dire quoi? Il a fait partie du processus de création, il a surveillé toutes les informations, ou juste il a regardé, il a dit ah oui, c'est bien. C'est un peu l'équivalent de Kurzweil pour nous, c'est complètement. ça. Mais nous, justement, qu'est-ce qui définit le canon? On a cette question de Pottermore, puis maintenant le site Wizarding World, parce qu'on se rend compte que c'est fluide la définition du canon, et que si ce site officiel qui a du coup récupéré tous les contenus Pottermore, mais qui du coup a totalement la liberté de les éditer, peuvent évoluer en fonction notamment des animaux fantastiques, et donc du coup du nouveau canon que créent les animaux fantastiques. Alors encore une fois, débat films, romans, Pottermore, etc. se repose, puisque ça crée des réactions de fans très très violentes, de voir dans les animaux fantastiques des choses qui correspondent pas
à un canon qui parfois s'est défini par des spéculations par rapport à des indices qu'on a dans les livres. D'autres moments, c'est des choses qui ont été utilisées par Harry Potter mort ou Wizarding World pour l'officialiser. Évidemment, je fais référence à la date de naissance de Minerva McGonagall, qui du coup fait plein de débats, mais qui, à un moment, c'est plus ou moins officialisé sur Wizarding World, mais on se rend compte qu'il l'officialise à travers le lexicon, donc une création de fan qui du coup a essayé de recoller une cohérence chronologique, ce qui est impossible avec Rowling puisqu'elle n'a pas de cohérence chronologique dans sa tête. En essayant de recoller les morceaux, mais après on a des autres analyses de fans qui reviennent sur, si l'âge de, donc du coup ça voudrait dire que l'âge de McGonagall dans les Animaux Fantastiques n'est pas cohérent avec le canon officiel, le canon des livres et des livres, les films, donc c'est pas quel âge elle a. Mais c'est d'autres analyses qui reviennent purement sur le texte, disent ça peut marcher si on tire certains fils. Donc ça crée ce genre de débat en fait, de savoir qui est-ce qui définit. Autre exemple avec les Animaux Fantastiques. Est-ce que Newt Scamander a eu son diplôme à Poudlard ou pas? Pareil, là on a vu clairement une des mentions qui était présente disparaître dans certaines éditions du livre Les Animaux Fantastiques en réaction avec une mention dans le premier film du renvoi de Poudlard de Newt Scamander. Donc ça crée une confusion et des discussions sans fin qui n'ont pas vraiment de résolution, puisque ça dépend. Vu que c'est pas tranché, c'est compliqué. Et même quand c'est tranché d'un point de vue officiel, les fans s'en fichent en fait, que ce soit tranché d'un point de vue officiel. Ce qui compte, c'est leur propre cohérence pour eux, quoi. Du coup, ça nous amène un peu, puisque tu parles des Animaux Fantastiques, à la question du canon. Du coup, on se retrouve avec des œuvres élargies qui ont d'autres portes d'entrée que la saga principale, on va dire, pour utiliser cette terminologie-là. Et du coup, se pose la question de savoir qu'est-ce qui va relever du spoiler d'un point de vue des fans, comment est-ce qu'on intègre le spoiler dans les conversations, comment est-ce qu'on à quel niveau quelqu'un qui a juste vu, je ne sais pas, peut-être qu'au mois d'août quelqu'un aura juste vu House of the Dragon, n'aura jamais ouvert un bouquin de George R.R. Martin, comment est-ce qu'on peut, mais qui est très fan, comment est-ce qu'on peut aller vers lui sans le spoiler? Comment est-ce qu'on peut discuter entre fans comme ça? Enfin, tu vois, c'est tout un débat. On les a actuellement à la garde de nuit. Je pense que c'est des débats que vous avez aussi, vous, de votre côté, par rapport aux informations, justement. C'est le problème des préquels, des informations qui étaient dans la saga d'origine et qui finissent par être... encore plus avec le rapport de ce préquel, qui n'était pas présenté comme un préquel à la base, mais qui en devient de plus en plus du lien entre les Animaux Fantastiques et la saga de livres et le film Harry Potter, puisque le premier film n'est pas un préquel. À partir du deuxième, à partir du moment où le focus se recentre sur un personnage aussi important que Dumbledore, là ça devient un préquel. Donc encore une fois, effectivement, et par contre, il faut le rappeler, les Animaux Fantastiques peuvent être une porte d'entrée au Wizarding World. Certaines personnes n'ont pas du tout accroché, ou alors sont beaucoup plus jeunes, ou alors n'ont pas du tout accroché à la vague Harry Potter et se retrouvent impliqués, et notamment dans le fandom, à travers les Animaux Fantastiques. Donc ça existe. Donc ça crée des portes d'entrée très différentes, mais ça existait déjà au moment où des adaptations, où la porte d'entrée par les films crée aussi une distinction à l'intérieur d'une communauté de fans entre ceux qui rentrent par le film et qui restent côté film pour différentes raisons, pas forcément par flemme de lire, des fois par choix très, très assumé, et d'autres qui, à l'inverse, vont arrêter de regarder aussi les adaptations et vont rester, dans les livres, ça me suffit. Donc on n'a plus du tout d'unité là de communauté de fans à partir du moment où on a ces différentes entrées et ces différentes manières de consommer un univers. Et je pense que les différentes portes d'entrée font aussi que l'intérêt du coup pour l'œuvre, chacun a vraiment des aspects de l'œuvre qui vont plaire ou pas du tout, ou au contraire pas du tout, en fonction de la façon dont ils sont rentrés dans l'œuvre. Et typiquement, on parlait un peu tout à l'heure des théories qui nourrissaient beaucoup le fandom.
c'est quelque chose, beaucoup de gens qui sont rentrés par les livres ou qui rentrent aujourd'hui par les animaux fantastiques, c'est pas du tout quelque chose, par les films, pardon, ou par les animaux fantastiques, c'est beaucoup moins quelque chose qui les intéresse quand on discute. Voilà, et on a beaucoup des fois de réactions un peu, mais pourquoi on discute de ça? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le débat? On verra bien à la suite. Alors que le fait d'arriver par des livres où il y avait une richesse vraiment voilà, très particulière, il y avait vraiment beaucoup d'indices. Les tomes d'Harry Potter étaient quand même chacun un peu construit comme des enquêtes policières avec des petits détails parseminés partout pour essayer de comprendre comment l'univers fonctionnait, et un monde, enfin, une toile de fond aussi qui était très riche, qui fait beaucoup de fois riche. Et donc ça donnait envie toujours de creuser plus, de comprendre le lien entre les personnages, d'essayer est-ce que tel personnage secondaire va tout à coup devenir beaucoup plus important. Mais comme les films ont tendance à aussi simplifier les intrigues des personnages, parce qu'il faut rester sur l'intrigue principale de Harry versus Voldemort, on a moins aussi ces personnages qui prennent tout à coup de l'importance, on a moins ces intrigues secondaires qui se développent et qui tout à coup on se dit ah mais en fait ça je l'avais vu dans le tome précédent, et qui donne envie de se replonger dedans, et donc ça change le rapport qu'on a à l'envie de creuser l'univers. Si, je suis convaincue, mais je voulais quand même souligner que ce point de vue, ça encourage un sujet qu'on voulait aborder, de hiérarchisation et de tendance au snobisme de part du fandom, qui du coup considère justement que les livres, c'est l'entrée la plus riche et la manière la plus riche d'appréhender l'univers, alors qu'on peut aussi très bien considérer que c'est des manières différentes, et que par exemple des personnes qui sont absolument complètement à fond dans les films vont en sortir des analyses et une manière d'analyser visuelle, et même à travers les interprétations des acteurs qui seront très riches mais différentes, puisque c'est pas la même base, mais l'attachement par exemple aux acteurs, on a tendance des fois à le considérer avec un petit peu de condescendance par rapport à la richesse dont sont écrits certains personnages, alors qu'en vrai c'est une richesse énorme et une source énorme d'analyse et pour creuser, et ne serait-ce que des fois pour les personnes qui sont passionnées, par exemple j'en connais plein qui sont passionnées par les interviews d'acteurs, et donc ils vont aller à fond et collecter tout ce qu'on peut avoir sur la manière dont un acteur parle du personnage qu'il interprète, et qui crée d'autres discussions qui sont hyper passionnantes aussi, quoi. Oui, en fait, le principe même d'être fan, c'est d'essayer de développer ses compétences et son expertise dans un domaine donné. Là où on est confronté à, de temps en temps, une petite difficulté, c'est que on a tendance de parler d'une communauté, sauf qu'on n'est pas tous là pour les mêmes raisons, en fait. Moi, mon kiff, c'est de remplir un wiki. On n'est pas nombreux dans mon cas, honnêtement. On entre tous de manière différente dans une communauté de fans. On a tous des raisons d'être là, c'est pas toujours les mêmes. Nous, on avait été assez étonnés et surpris au moment de la diffusion de la saison 8, parce que nos attentes ne correspondaient pas toujours, nos attentes et même notre perception des épisodes de la saison 8 ne correspondaient pas toujours aux attentes et à la perception des personnes auxquelles on était confrontés. On était souvent invités sur des plateaux ou à des podcasts. Pour nous, la saison 8 était assez laborieuse, on va pas se le cacher, et on a été confrontés à des gens qui, eux, au contraire, voyaient vraiment des qualités dans cette saison 8, des qualités cinématographiques, des qualités d'acting, des qualités de mise en scène, auxquelles on était, nous, des fois complètement hermétiques. Et ça apportait en réalité une véritable richesse au débat. Et c'est quelque chose qui, moi, me paraît important, en tout cas quand on a une communauté de fans et quand on veut la faire vivre, c'est d'essayer d'arriver à concilier les différentes composantes de cette communauté. Parce qu'on n'est pas tous là pour la même chose, mais on partage tous quand même, à un moment donné, une forme d'affect très fort sur cet univers-là qu'on essaye de s'approprier par une porte d'entrée, quelle qu'elle soit. Ça me semble être une belle expérience à vivre et à valoriser. Donc partant de là, effectivement, toute la difficulté, c'est de se dire, entre celui qui sait déjà depuis 20 ans peut-être ce qui se passe dans House of the Dragon, parce que la résolution on la connaît, elle est dans les bouquins d'origine, on a vu que c'était en 2005 je crois qu'a été publiée la première mention,
et elle nous spoile toute la résolution de la série. Si je veux, là, en 2 minutes, je peux vous la spoiler. Donc, vous voyez comme c'est simple. Et comment on va réussir à concilier ces gens-là avec ceux qui vont débarquer parce qu'ils vont découvrir House of the Dragon et ils vont se dire « Ah, les costumes, c'est trop bien, l'acting, j'adore, les interprètes sont formidables. » C'est toute une réflexion qui est à mener et où il faut essayer de trouver des solutions quand on gère une communauté de fans. Ça me paraît moins important en tout cas. Et qui vont peut-être vouloir consommer, s'ils étaient fans de la série, qui vont peut-être avoir envie de suivre House of the Dragon avec la même excitation et l'attente et la peur du spoiler ou ce genre de choses, avec le vrai suspense qu'ils ont vécu avec Game of Thrones peut-être, et qui pour le coup n'existe pas pour une partie alors qu'on était tous au même niveau sur la fin de la saison, la fin des dernières saisons. Il y a eu ce décalage au début, mais après, une fois que ça a rattrapé les livres, on était tous sur la même œuvre, même si ceux qui avaient lu avaient peut-être des idées différentes que d'autres, mais il n'y avait rien de confirmé. Donc je pense qu'il y a aussi la manière dont on va consommer collectivement une œuvre en tant que fan qui va être très différente pour House of the Dragon que la fin, en tout cas, de Game of Thrones. Et du coup, puisqu'on parle des choses qui vont bientôt sortir et qu'on va bientôt se mettre à chanter aussi, on a un des points dont découlent les nouvelles productions, on va dire, qui étendent l'univers, c'est les nouvelles thématiques qui n'existaient pas. Il y a parfois 20 ans, parfois 10 ans, 15 ans, et qu'il faut intégrer aussi dans les communautés de fans. Et comment est-ce qu'on s'en empare et comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde y trouve son compte? Du coup, peut-être pour définir un peu de quelle thématique on veut parler. Donc, la question de l'inclusivité est beaucoup plus médiatisée aujourd'hui. Et on est tous d'accord ici, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Il faut le prendre en compte. Et c'est quelque chose. Premier tome de Game of Thrones, c'était début des années 90. Ouais, et voilà, Harry Potter 97, donc c'est à peu près le même niveau d'évolution de la société, on va dire, sur ces questions. Et aujourd'hui, la question n'est plus tout la même. Et comme l'univers est encore en vie, la question se pose sur comment on représente un personnage aujourd'hui qui a été imaginé dans les années 90. C'est pas forcément la personne est forcément blanche parce qu'elle n'est pas précisé, il n'est pas précisé qu'elle a une autre couleur de peau. Et donc on a notamment eu le cas pour Harry Potter et l'Enfant Maudit avec le casting d'Hermione, qui a été interprétée au début à Londres par Noma Dumezweni, donc une actrice de Eswatini, Swaziland, et dont le choix de casting a fait énormément débat. Parce qu'il y avait une grosse polarisation entre les fans qui refusaient l'idée que Hermione puisse être noire, parce que le personnage n'avait pas été décrit comme tel, parce qu'elle avait été jouée par une actrice blanche au cinéma, et donc ça rompait avec la vision qu'ils avaient pu avoir, et était aussi toutes les couvertures des livres. Il y a eu beaucoup de couvertures différentes à travers le monde, qui a aussi beaucoup façonné l'imagination des lecteurs, surtout des jeunes lecteurs. Hermione était toujours représentée comme un personnage blanc. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça a été, c'est pas possible, elle a jamais été comme ça. Pour beaucoup d'autres, ça a été aussi, moi je trouve ça génial parce que, au contraire, moi j'imaginais Hermione noire et je trouve ça super important qu'elle soit, et même si je l'imaginais pas noire, je trouve ça super d'avoir un personnage aussi important qu'Hermione qui n'est pas blanc. Et il y a aussi un troisième groupe de personnes qui disent c'est très bien, mais c'est du retcon. Donc c'est-à-dire l'autrice dit oui, bon, regardez comme mon univers est inclusif, alors que si vraiment il avait voulu être inclusif, il aurait pu être inclusif dès le départ. Et il y a toujours ce qui est le cas de Dumbledore. Voilà, la sexualité de Dumbledore qui a été annoncée comme homosexuel en 2007, juste après la sortie du top 7. Mais ça n'a pas été écrit dans les livres, et puis finalement il a fallu 15 ans
là pour Les Secrets de Dumbledore qui est sorti il y a un mois, pour dire officiellement d'une production Wizarding World, Dumbledore est gay. Mais du coup, pour Hermione, il y a vraiment un gros débat sur, en fait, est-ce que plutôt que de vouloir changer la couleur de peau d'un personnage qui avait été écrit comme blanc, parce qu'il suffit pas de dire dans le livre ce personnage est blanc ou ce personnage est noir ou ce personnage, etc. C'est la façon dont sa personnalité se construit, parce que ça a une influence sur la construction sociale des personnages, sur la façon dont ils sont perçus. On nous parle du racisme dans Wizarding World. Rowling disait mais il n'y a pas de racisme dans Wizarding World, sauf qu'il y a des personnes, les personnages de couleur sont inexistants, que un personnage comme Angelina Johnson, qui est une jeune femme noire, lorsqu'elle se coiffe avec des tresses, on lui dit qu'elle a des vers qui lui sortent de la tête. On peut pas dire ça et à côté dire le racisme n'existe pas dans le monde magique. Et donc il y a ce décalage là qui se crée, et oui, mais on aurait pu aussi écrire un personnage avec le contexte social qui va avec le fait d'avoir un personnage comme Hermione qui est née moldue, qui a grandi du coup dans un monde moldu raciste, et donc qui aurait dû être impacté par ça, et qui ne l'est visiblement pas dans les livres, et notamment on en parlait un peu tout à l'heure en off sur la façon dont elle réagit à l'esclavage des elfes de maison, qui n'est pas du tout qui n'a pas du tout la même réception si on imagine que c'est un personnage blanc qui fait cette démarche, ou si c'est un personnage racisé. Ça n'a pas le même impact. Ça soulève effectivement tout un tas de réflexions, de questionnements, de débats. La thématique de la représentation à l'heure actuelle dans les œuvres culturelles est quand même très 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 présent, hein, de toute façon. Les trois grands pôles étant comment est-ce qu'on représente les femmes, comment on représente les minorités essentiellement afro-américaines. Vous remarquerez qu'on a beaucoup moins ce débat-là sur les asiatiques actuellement. Et comment est-ce qu'on représente l'homosexualité ou les formes de sexualité alternatives, LGBTQIA+, oui, entre autres. Nous, on est confrontés un petit peu au même problème actuellement, justement, sur House of the Dragon, parce qu'un personnage qui est une sorte de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une sorte d'Hermione un petit peu... Enfin, dans le canon des livres, il est blanc parce que juste on le devine blanc, tout simplement, parce qu'il a des actions de blanc, parce qu'il a un rôle de blanc, parce qu'il a un statut de blanc, parce que tout un tas de choses font que, logiquement, il est censé être blanc. On se retrouve dans l'adaptation avec un personnage noir. Alors, pour le moment... Ça, il y a juste eu un effet d'annonce, avec effectivement, comme tu le disais, des réactions très polarisées entre ceux qui tout de suite essaient de trouver des théories pour justifier le fait que ce personnage puisse être noir, et ceux qui le rejettent complètement en disant mais non, c'est complètement impossible. Moi, je garde quand même cette idée que les œuvres dont nous sommes fans ont été effectivement écrites dans les années 90 avec une certaine idéologie, avec une certaine manière de représenter les choses. De l'homosexualité, il y en a dans notre univers, il y en a dans le nôtre. Souvent, elle est dépeinte de la même manière. C'est une information qui est cachée, c'est un secret entre l'auteur et ses lecteurs qu'il faut arriver à débunker. C'était la manière de faire des années 90-2000. Est-ce que c'est encore judicieux dans des adaptations de nos jours, dans des œuvres de nos jours, de représenter ces thématiques-là, de représenter les femmes comme elles l'étaient dans les années 90, de représenter les minorités ethniques comme elles l'étaient dans les années 90, et de représenter la sexualité alternative, les LGBTQIA+, de la manière dont elles l'étaient dans les années 90. Ben non, pas forcément. Les temps changent et les produits culturels doivent évoluer avec eux, et je pense que c'est pas très surprenant si actuellement on a une tendance générale qui va vers beaucoup plus de représentativité. Doctor Who va être incarné par un acteur noir, au surplus gay. La série a toujours été très friendly de ce point de vue-là, mais ouais, avant c'était une femme, tout à fait, la première femme Docteur. Vous avez aussi des acteurs afro-américains qui ont été castés du coup dans les univers de Goth, dans les univers d'Harry Potter, dans les univers du Seigneur des Anneaux, j'y arrivais. On a là un vrai changement de paradigme culturel. La question, c'est comment est-ce qu'on l'accueille. Ça, après, la réponse, elle est personnelle. Et c'est tout l'enjeu justement du transmédia aussi, puisque à quoi sert le transmédia? À garder, comme tu dis, vivant un univers et une œuvre, et comment on la garde vivante, pas en l'enfermant dans le contexte dans lequel elle a été écrite,
et en entretenant une nostalgie sur ce moment, cet âge d'or du moment où elle a été écrite et qui devient très rapidement poussiéreux et même aujourd'hui de plus en plus rapidement poussiéreux, voire problématique. Donc c'est tout l'enjeu justement d'avoir à la fois des réadaptations et aussi une extension des univers, de l'univers, des questions qui sont posées, des histoires qui sont racontées, de le rendre littéralement vivant et donc le faire évoluer, exactement ce que tu as dit, avec les questions qu'on a envie de poser et qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui. Même si l'effet fait que ça, comme les autres questions qu'on a posées sur le canon, l'effet concret et qu'on vit dans les fandoms, c'est du clivage permanent et du débat permanent, mais qui est à l'image, ça on l'avait mis dans les notes, mais qui est pas propre aux univers de fans. C'est un contexte voilà, de société et de manière de parler les uns avec les autres qui est assez... c'est plutôt les communautés de fans qui sont à l'image du reste de la société. Sachant que pour nous, l'âge d'or n'est pas fini, puisque nous n'avons toujours pas le dernier livre. Donc, a priori... Mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de se dire que si il y a quelque chose quand même sur le Trône de Fer qui est un peu particulier, c'est que elle a été une œuvre considérée comme novatrice en fantasy au moment où elle est sortie, et elle va probablement se terminer en étant complètement à l'ouest par rapport aux thématiques actuelles. Donc, enfin, je fais confiance quand même je pense un peu à Martine, mais bon, dans les faits, on peut se dire que ça sera quand même une œuvre de papy quand ça se terminera, et on aura quelque chose, ça sera vraiment un peu désuet, je pense, dans le paysage de la fantasy, même si ça gardera son importance. Pour rebondir là-dessus, justement, Feu et Sang, qui est censé être une préquelle, est sorti là il y a 3 ans, 4 ans même maintenant, je crois. On sent que MeToo est passé par là, on sent qu'il y a une petite volonté d'essayer de faire quelque chose, d'autant que Martine a quand même toujours été assez réceptif au fait que des femmes fortes dans un univers qui les rejette, ça fait partie de ses thématiques. Il n'empêche que Feu et Sang est censé quand même dépeindre l'échec des femmes à s'imposer d'un point de vue politique et surtout le fait que la disparition des dragons, entre autres, va contribuer à cet échec. Ça se termine pas très bien pour les fans, quoi. À la fin, tu te dis quand même que le panorama qui est adressé à la fin de Feu et Sang sur la situation des femmes est quand même vraiment pas reluisant. Après, il essaye de tourner ça de manière à le dénoncer, bien entendu, mais ça n'enlève rien au fait que si vous voulez un message d'espoir avec une représentativité des femmes qui vous satisfasse, je ne pense pas que Feu et Sang soit forcément le bon livre à lire. Je ne sais pas si House of the Dragon sera la bonne série à regarder de ce point de vue-là. Je ne parlerai pas des autres questions parce qu'en termes de représentation et des minorités et d'homosexualité, là aussi, on sent qu'en fait, la société de Westeros est un petit peu l'image de la nôtre, avec des tabous sur ces questions-là, justement, ou avec des freins sur ces questions-là. D'autant plus que Martine, se revendiquant d'une espèce de réalisme médiévalisant, il a tendance à accentuer le fait que quand tu es homosexuel, tu dois te cacher. Quand tu es noir, tu ne peux pas aspirer à de plus hautes fonctions parce que la méritocratie n'existe pas. Je ne sais pas, effectivement, comme tu disais, si à la fin de la saga, on aura des réponses intéressantes à ces thématiques-là, ou en tout cas, les réponses que notre société actuelle a envie et besoin d'entendre dans une œuvre culturelle. Et je pense que le point commun entre ces deux œuvres, c'est que aujourd'hui, quand on les regarde avec le bagage culturel, les connaissances qu'on a là-dessus, qu'on regarde un produit culturel des années 90, on se dit oulala, ça date et il y a des trucs qui ont mal vieilli. Et en soi, le problème, c'est pas que l'œuvre a mal vieilli, c'est le produit de son époque, c'est logique. Et quelque part, c'est une très bonne chose qu'on se rende compte que ça mal vieillit. Ça veut dire que nous, on a évolué en tant que personne et en tant que société. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le problème, c'est pas que les livres sortis à l'époque soient vieillots. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui sort aujourd'hui n'arrive pas à se détacher de ça. Et qu'on est toujours dans cette continuité de, effectivement, comme tu dis, un peu cet âge d'or de il faut rester à ce qu'on faisait avant. Alors que non, ça a pas besoin de rester
pareil, justement? Il y a quand même le récit change, enfin le récit ne change pas, justement, on reste un peu sur la même thématique. La seule chose dont on peut se satisfaire du côté du Trône de Fer, c'est sur les équipes de production de HBO. On a quand même une place de la femme et une place qui est vraiment passée de quelque chose d'absolument horrible. Si un jour vous mettez le nez dans l'ouvrage de James C. Bird, Le feu ne tue pas le dragon, qui raconte comment est tourné Game of Thrones, vous vous rendrez compte à quel point la femme objet sur les plateaux de cinéma, quand elle est à poil, c'est absolument immonde. Aujourd'hui, on est aussi passé à un pool de scénaristes pour House of the Dragon qui est à 50% composé de femmes, ce qui n'était absolument pas le cas de God, qui était une production d'hommes en tout point. Donc on peut, même si le récit, malheureusement, comporte encore des traces de cette époque-là, on peut se féliciter qu'il soit adapté par des gens qui ont envie que ça change quand même d'un point de vue de la société. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alix, parce que je suis d'accord, c'est bien que les productions s'actualisent par rapport aux thématiques de la société. Là où je peux comprendre qu'il y ait un petit problème, mais c'est plus le côté puriste qui parle, c'est que la plupart des choses qu'on nous propose désormais, ce sont des préquels, justement, pour vous avec les Animaux Fantastiques, pour nous avec House of the Dragon. Donc on est censé, dans une préquelle, respecter l'univers tel qu'on va le découvrir au début de la série phare, donc au début d'Harry Potter ou au début de Goth, et même donner des explications sur comment cette société peut se retrouver comme ça, comment est-ce qu'on a pu accoucher de cette société-là. Lorsqu'on fait intervenir, du coup, typiquement le cas de Corlys, quand on fait intervenir un personnage noir dans la généalogie d'un personnage blanc, comment est-ce que derrière on arrive à le justifier? Est-ce que ça va être traité ou pas? Ça peut soulever quand même des débats, des questions qui peuvent être intéressantes à poser, de toute façon. Moi j'ai quand même ce souci-là avec les préquels, je reconnais. C'est pour ça que je préférerais qu'il y ait des séquelles, honnêtement. Oui, le mot est moche, mais je reconnais. Il y a des séquelles de la saison 8, je suis d'accord. Mais je préférerais personnellement des séquelles, même à 500 ans d'écart et avec des histoires réellement innovantes, plutôt que justement des préquels où de temps en temps on se dit tiens, ça c'est pas très logique par rapport à l'univers qui m'avait été présenté il y a 10 ans, qui a vieilli du coup, évidemment, mais pourquoi est-ce que cet élément-là que je vois dans ce qui est censé être une préquelle, je l'ai pas eu dans l'élément de la séquelle? Tiens, typiquement la sexualité de Dumbledore dont on n'a jamais parlé, où c'est quand même très enterré, franchement, dans le deuxième film, où c'est pas du tout évoqué, et où ça l'est de manière extrêmement explicite dans le troisième film. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, puisque c'est dit de manière très, très ouverte, et que c'est dit plusieurs fois, et que ça ne choque personne en soi, donc c'est une bonne manière de la représenter. Mais est-ce que ça pose pas quand même des questions vis-à-vis du canon, de la cohérence? Voilà, je pense qu'on peut sacrifier la cohérence et le canon au profit d'une représentation un peu plus ouverte, entendez-moi bien, mais ça donne presque le sentiment que c'est dommage quand même et que tout ça arrive bien tard. Après, ça pose aussi la question, c'est vrai que nous, on commence de plus en plus à se poser la question du côté Harry Potter d'une nouvelle adaptation des romans. Alors, on se dit, bon, c'est un peu tôt, mais en même temps, 10 ans que c'est fini, la première saga de films, 20 ans qu'on a eu les premiers, ça arrivera. Ça arrivera dans un avenir plus ou moins proche, et ça va être assez passionnant à de voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors on imagine probablement plutôt un format série qui laisse beaucoup plus le temps que des films et puis qui laissera peut-être un peu plus de liberté aussi dans la manière dont ils vont vouloir se réapproprier cette histoire. Mais c'est là ça va poser d'autres questions. On ne sera ni dans du sequel ni dans du préquel. On sera dans une réinterprétation. Comment on va choisir de mettre en avant peut-être pourquoi pas rajouter des choses à l'histoire sur des interstices qu'on n'a pas explorés, qui échappaient au point de vue de Harry, puisqu'on est dans une série uniquement du point de vue d'un jeune garçon, peut-être que blanc. Alors est-ce que Harry sera blanc dans la réadaptation? C'est pas évident, mais ça va être une autre manière de rendre
pas forcément de réactualiser, en partie oui, mais pas seulement aussi de relire d'une manière différente, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'une œuvre, c'est qu'on peut la relire à différents âges, à différentes périodes, et voilà, Tolkien, c'est le cas, si on le relit, quand on le relit aujourd'hui, on le lit pas de la même manière qu'on le lisait à l'époque, mais pas forcément parce que c'est daté, mais parce que on y projette des choses différentes, et c'est ça aussi réactualiser, c'est pas changer, c'est aussi mettre en avant une analyse des thématiques qui étaient présentes dans l'œuvre, mais qu'avec notre bagage actuel, on voit de manière différente, on a envie de les mettre en lumière alors qu'elles n'étaient pas dans une adaptation dans les années 2000 par exemple. Sur ces belles paroles, il va être temps de conclure. Et vous l'aurez compris si vous nous avez suivis, en termes d'impact de la transmédialité sur les fandoms, on va dire que ça entretient de manière très vivante les fandoms. Et on peut dire que ce sera jamais vraiment la fin d'un univers tant qu'on aura un fandom qui continuera à produire des choses en parallèle de l'existence de la matière originelle, quelque part. Exactement, c'est d'un côté on a montré qu'il y a le côté pessimiste de voir que ça a éclaté. On n'a plus du tout d'unité d'une communauté de fans autour d'un univers comme on pouvait l'avoir avec Harry Potter au moment de la publication des livres. Donc ça a un côté clivant et parfois difficile à vivre aussi en tant que fan de se retrouver coupé d'une partie de notre communauté parce qu'on ne s'entend pas du tout sur un point. Mais d'un autre côté, ça rend, comme tu dis, les discussions hyper vivantes, hyper intéressantes quand on décide de l'aborder du point de vue du débat riche et plutôt que du clivage qui sépare des familles. Mais ça reste positif de dire que c'est vivant, ce qui nous permet d'exister, de dire qu'on n'est pas juste un club de millennials. Voilà, c'est ça. Qu'on n'est pas juste des gardiens du temple, finalement. Exactement. Et c'est sur cette belle conclusion que s'achève cette table ronde et cette conférence. On remercie encore nos amis de la Garde de Nuit ainsi que l'organisation des Imaginales pour cette belle opportunité. Vous pouvez retrouver Aspic sur toutes les plateformes de podcast et tant que vous y êtes, allez aussi écouter les autres podcasts de la Gazette, Salut les sorciers et le Rappel Tout. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur l'Académie des sorciers, sur Twitter, aspic_GDS ou sur tous les réseaux sociaux de la Gazette du Sorcier. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à rédaction@gazette-du-sorcier.com. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et surtout, chers auditeurs, n'oublie pas, passe tes bus d'abord.